Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette dernière séance de la journée de ce long marathon octobre numérique. J'espère que vous avez apprécié votre journée, que vous n'êtes pas trop zoomifié. C'est un nouveau mot de la langue française depuis une certaine date de mars 2020. J'espère que vous n'êtes pas encore. En tout cas, on va terminer la journée en beauté puisqu'on va parler ensemble de relève scientifique et de rayonnement de la relève scientifique à travers en fait de nombreux programmes que propose Ivado et qu'on vous propose en fait à vous à la maison de découvrir un petit peu des personnes qui ont écrit, ont composé, font des choses, entreprennent des choses à travers justement les programmes de financement d'Ivado. Donc, comment ça va se passer aujourd'hui? En quelques secondes, il y aura différents intervenants. On va passer à travers plusieurs programmes de vulgarisation, ou programmes plus d'entrepreneuriat. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. J'espère pouvoir avoir un petit coup d'œil par rapport à ça. Et ensuite, juste après, si vous voulez discuter avec nos panélistes, n'hésitez pas à rejoindre le Gather Town qui a été mis en place pour faciliter la discussion et le réseautage. Et d'ailleurs, il y aura le résultat des prix du public que vous attendez tous avec beaucoup d'impatience pour ceux qui ont pu présenter dans la journée. Et j'en profite pour remercier Ivado de me donner la possibilité de présenter et d'animer ce panel. Dans le fond, je m'appelle Thomas Milan, je suis conseiller à la communication scientifique à l'ERIC, l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie, biologie de formation, tout fraîchement diplômé de l'Université de Montréal. Et je vais avoir le plaisir de passer la parole à un certain nombre de panélistes et chercheurs, chercheuses de la relève scientifique qui vont vous parler un petit peu de leurs expériences, en commençant par Chloé Bourquin. Allô Chloé, je t'invite à unmute yourself. Comment ça va Chloé? Hello, mais ça va bien et toi? Ça va super bien, je vais juste remettre mon chrono. C'est parti. Chloé, tu es étudiante en doctorat en génie biomédical à Polytechnique Montréal. Et dans le fond, là, tantôt, tu m'as demandé un petit peu la phrase d'accroche pour démarrer ton projet. En fait, si je fais ça et que je mesure mes battements cardiaques, ça devrait t'allumer quelque chose, je pense, parce que tu as participé à ma thèse en 180 secondes, version Ivado, version ACFAS. Tu as adoré l'expérience. Je connais un petit peu ta passion pour la vulgaire scientifique. Avant toute chose, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette microscopie de localisation ultrasonore? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, quelques mots? Oui, donc en fait, en gros, euh, pour faire court, j'étudie donc les vaisseaux dans le cerveau et plus particulièrement, je regarde le flux sanguin dans les petits vaisseaux du cerveau. Donc en particulier, comment est-ce qu'on fait ça? On utilise une méthode qui consiste à injecter des toutes petites bulles. Je pense qu'il y a eu quelques présentations qui en ont parlé dans la journée. Ouais. On injecte des toutes petites bulles dans le flux sanguin qui vont après se propager partout dans l'organisme et notamment dans le cerveau. Et après, nous, en fait, ce qu'on va faire avec notre système ultrasonore, c'est qu'on va venir prendre des séries d'images, vraiment comme prendre des séries de photos en rafale, du cerveau tout entier. Et après, on va venir, sur ces clichés, regarder en fait le chemin qu'ont parcouru ces microbules. Et à partir de tous ces chemins, on peut reconstruire donc une carte du cerveau tout entier. Et en particulier, moi, je m'intéresse à la variation du flux sanguin dans les tout petits vaisseaux du cerveau. Donc, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que, en fait, lorsqu'on vieillit, donc nos artères, comme par exemple les carotides, se rigidifient. Et en fait, ça, c'est un problème parce qu'à la base, votre cœur envoie le sang de façon pulsée jusque dans tous vos organes, sauf qu'après, dans le cerveau, vos capillaires, eux, doivent être irrigués, mais avec un flux lent et non pulsé. Donc, en gros, c'est grâce à l'élasticité de vos artères que ça permet, en fait, de venir voilà, atténuer cette pulsation du sang. Et ça permet en fait de protéger vos capillaires. Donc en vieillissant, ça se rigidifie, ça se propage donc plus loin, cette pulsation. Et en fait, ça fait qu'il y a certains capillaires qui peuvent venir casser, ce qui est quand même un petit peu embêtant, ça fait des micro-hémorragies dans le cerveau. Mais actuellement, il n'y a aucune technique d'imagerie qui permet de faire une image de ça. Donc en fait, il y a des capillaires qui cassent, on ne s'en rend pas compte. Et puis au fur et à mesure du temps, et ça entraîne des déficits et par exemple de la démence. Donc voilà, donc, moi, ma méthode, ça permettrait de venir agir à temps avant que les vaisseaux ne cassent. Donc, venir voir, est-ce que dans les petits vaisseaux, il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a une pulsation qui est trop forte? Et si c'est le cas, peut-être qu'on pourrait agir en donnant des médicaments, par exemple, pour essayer d'atténuer ça. Donc en fait, l'objectif, c'est de détecter, mettons par exemple, là, des maladies comme la démence
essayer de Ouais. détecter un petit peu en amont pour essayer de prévenir, en tout cas faciliter le dépistage au final, grâce à cette technique-là. Et en plus de ça, tu as la capacité de pouvoir voir littéralement le trafic routier dans notre cerveau, un petit peu comme si on était à Montréal en heure de pointe, comme par exemple un vendredi soir, la veille d'une longue fin de semaine, par exemple, qui est très, très sympa se débloquer dans le trafic. Et j'ai vu en fait que tu as tellement poussé ta passion pour la vulgaire scientifique qu'en ce moment, tu es stagiaire, en tout cas, tu as été stagiaire, journaliste stagiaire à la presse, également à l'agence Science Presse, je pense. Et tes travaux, en fait, tu les as publiés dans la presse la semaine dernière, hein, c'est bien ça? Alors, c'était pas exactement mes travaux, mais effectivement, parce que En tout cas, en la tant que technique en journaliste, question. c'est ça, j'avais pas le droit de parler de mes propres travaux. Mais j'ai Ok. parlé de cette méthode que j'utilise, l'injection de microbules, de venir voir tout le cerveau en entier. J'ai parlé de ça effectivement dans un article qui citait en fait une équipe qui est à Paris, qui a réussi à faire ça pour la première fois chez l'humain. Et Ok. donc, c'est quand même super fort parce que nous, on travaille dans mon laboratoire plutôt sur animal pour le moment. Mais là, ils ont vraiment réussi à avoir ça à travers le crâne humain. Donc, en gros, bah, en fait, il y a besoin de ça, il n'y a aucune chirurgie. Voilà, il y a juste besoin d'arriver, de faire comme une échographie, comme pour les bébés, pour les femmes enceintes. Mais là, c'est une échographie du cerveau et hop, on voit bah, toute la vascularisation du cerveau. Je crois qu'ils ont réussi à atteindre 25 microns comme Mhm. résolution, ce qui est très petit. C'est vraiment Ouais. incroyable ce qu'ils ont fait. Ouais. D'ailleurs, je vous invite à la maison à aller voir l'article écrit par Chloé qui est vraiment hyper intéressant, avec beaucoup d'images qui permettent vraiment de voir concrètement comment est-ce que tout ça se passe. D'ailleurs, Chloé, on parlait de ma thèse en 180 secondes, version Ivado, version INCFAS. Comment est-ce que tu as vécu cette expérience-là, justement? Là, on t'a pas mal utilisé beaucoup de métaphores pour mettre en valeur ton projet, mais comment est-ce que tu as construit ton texte? On rappelle le principe de ma thèse en 180 secondes. 3 minutes pour résumer 5, 6, parfois plus années de recherche, ce qui est un défi en soi. Donc, comment est-ce que tu as vécu l'expérience, Chloé? Mais j'ai vraiment, enfin, j'ai adoré ça parce que à la base, sincèrement, je crois que c'était lors de ma première année, il y a mon prof, donc Jean Provost, qui m'a dit Ah, tu voudrais pas faire une étude de J'ai fait mais non, mais j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Et en fait, finalement, bah, l'année suivante, je me suis dit bon, allez, vas-y, je vais le faire. C'est un petit peu un passage obligé, voilà. Et en fait, j'ai adoré ça. Je trouvais ça super chouette de justement venir chercher quelle métaphore est-ce qu'on peut utiliser, essayer d'avoir une métaphore filée dans tout le texte, ce qui est quand même l'idéal pour à chaque fois, genre avoir un fil rouge et raccrocher à cette métaphore-là. J'ai vraiment adoré aussi, enfin, juste, c'est vrai que mon projet, c'est la démence, c'est des choses comme ça, mais en fait, dans mon quotidien, bah, juste, j'essaye de voir mes petites bulles, de venir les segmenter sur mes images, machin. Donc, c'est des trucs où tu as l'impression que tu nailles un peu sur des détails et tu oublies un peu la big picture. Et je trouve ça hyper cool après d'avoir plus cette vue d'ensemble en mode, OK, on respire un coup. C'est pas parce que tu galères à écrire cette ligne de code et c'est pas parce que ton code il met 3 heures alors qu'il pourrait être optimisé que c'est grave et que ça va venir perturber la finalité de ton projet. Donc je trouve ça Mhm. vraiment cool pour avoir vraiment la vue d'ensemble et respirer un coup et te dire bon ok c'est pas grave, cette partie-là du projet je la fais pas, c'est pas grave. N'empêche mon projet va quand même faire une petite pierre dans une voilà un grand objectif. Je sais pas, mais c'est ça. Et puis C'est important. ouais. C'est intéressant ce que tu dis quand tu dis respirer un bon coup parce que le fait de faire de la vulgarisation, est-ce que toi, ça t'a mené en fait à prendre du recul par rapport à ton projet, à relativiser par rapport aux enjeux et des défis que tu peux avoir de ton projet et avoir une sorte de bouffée d'oxygène en fait pour passer à travers ton marathon doctoral? Est-ce que tu l'as vu un petit peu comme ça? Ouais, clairement, clairement. Enfin, ouais, je trouve que ça permet, même dans les travaux de recherche eux-mêmes, je trouve, par exemple, lorsque, bon, bien sûr, dans la vie de tous les jours, lorsque on raconte notre projet à nos parents, etc., c'est utile d'avoir fait MT 180 pour arriver à leur vulgariser ça. Mais même, tu sais, genre, quand tu écris un article scientifique, ce que je trouve super beau, il y a certains articles quand même où ils arrivent à faire leur intro ou leur abstract suffisamment vulgarisé pour que n'importe qui puisse le comprendre. Et je trouve Mhm. ça super fort. Et en fait, c'est ces articles-là, après, derrière, qui ont de l'impact, parce qu'après, bah, il y a des journalistes qui tombent dessus, qui peuvent comprendre ce que les chercheurs ont fait. Et puis après, c'est ça. Donc, je trouve que c'est même dans les travaux de recherche, ça permet vraiment d'avoir le recul nécessaire, je trouve, à vraiment mieux comprendre enfin, c'est quoi ta place dans tout ça. Mhm. Comment est-ce que tu t'inscris voilà, dans toute la recherche. Absolument, absolument. Une autre façon de pouvoir écrire, en tout cas de s'arranger pour être le plus clair possible, même si on s'adresse à des pairs, en tout cas des scientifiques
Il faut toujours essayer d'apprendre à vulgariser, en tout cas de s'adapter au public à qui on s'adresse. Et j'ai vu également, puis ça me permet de faire une transition toute trouvée, que tu as aussi écrit un texte de 800 mots dans mon projet de recherche Ivado en 800 mots. Je te laisse vaquer tes occupations, Chloé. Je sais que tu es en train de suivre un cours de vulgaire scientifique avec Viviane Lalande. Je te laisse à tes occupations. Merci beaucoup pour ta participation, Chloé, et on se retrouve un petit peu plus tard, probablement pendant la soirée réseautage. Merci Thomas. Merci à toi. À bientôt.